Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Bonsoir Carole, nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau du meilleur des 30 histoires extraordinaires. La vie réserve souvent de magnifiques surprises. Il suffit parfois d'un petit coup de pouce pour que le destin bascule du bon côté. Les histoires que nous allons vous raconter ce soir ont tout en commun d'être vraies, belles et exemplaires. Absolument Carole, et pour commencer cette soirée, nous allons faire quelques envieux. Vous avez peut-être lu cette histoire dans les journaux, c'était en 2007, c'était dans le Loir-et-Cher. Un maçon de 27 ans est devenu riche en quelques coups de pioche. Alors qu'il effectue des travaux, Paolo met la main sur un fabuleux magot. Avis à tous les amateurs de chasse au trésor, voilà comment la vie d'un simple maçon a basculé en quelques minutes. Depuis des siècles, une légende prétend que cette vieille maison abrite un fabuleux trésor. Et puis un jour, un simple coup de pioche bouleverse le destin d'un modeste ouvrier. La légende va devenir réalité. Printemps 2007, à Montrichard dans le Loir-et-Cher, une journée ordinaire commence. Et pourtant, un événement historique va troubler la sérénité des lieux. Ce matin du lundi 2 avril 2007, un gendarme m'apprend qu'un trésor a été découvert dans une maison en chantier. Et comme on était début avril, j'ai un petit peu hésité. Je me dis, ça sent un peu le poisson d'avril, mais ça semblait sérieux comme histoire. Trésor, le mot fait rêver. Le journaliste se rend immédiatement sur le chantier de rénovation de cette vieille maison médiévale, où on lui confirme la formidable nouvelle. C'est vrai que c'était un vrai scoop pour moi. C'est la première fois que j'avais à traiter un sujet en or comme ça. Ça a été d'abord une grosse surprise parce que on en parlait depuis longtemps, tout le monde nous disait qu'il y avait un trésor dans cette maison, mais bon, à force d'en parler, plus personne n'y croyait. Plusieurs restaurations avaient été faites dans cette maison, effectivement. Et là, sur le plan, ils ont pris le plan à l'envers. Ils ont creusé une tranchée qu'ils n'auraient jamais dû creuser. Donc, une erreur de disposition de plan a démontré que le trésor existait bien. Et voici celui que le hasard a comblé. Officiellement baptisé l'inventeur du trésor, c'est Paolo, modeste maçon de 27 ans. Je fais mon travail comme tous les jours. Avec la pioche, au premier coup, je donnais, j'ai retrouvé ça, le trésor, caché avec une ardoise, un pot. Il commençait à sortir toute la pièce. Je croyais que c'était des pièces pour jouer, moi, ou des trucs que les gens avaient fait dans le temps. Et du coup, moi, je voulais mettre ça dans le leader dur. C'est lui qui m'a dit ça va pas, non, t'es folle. Même s'il ne peut l'estimer précisément, Paolo se doute bien que toutes ces pièces anciennes ont de la valeur et peut-être même une immense valeur. Il décide de prévenir la gendarmerie pour protéger sa trouvaille. Nous, on a quand même protégé quelque chose qui appartient, qui est quand même une trace de notre histoire. 365 pièces en argent et 208 pièces d'or frappées à l'effigie de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. C'est fantastique et étonnant. Les gendarmes ne sont pas les seuls à s'émerveiller de ce trésor. Tous les médias en parlent et les experts s'enthousiasment pour ce butin exceptionnel. Le dernier grand trésor monétaire trouvé en Touraine date de 1860-64 et c'était 17 pièces d'or. Là, on en avait 200, plus 400 en argent. Donc c'était exceptionnel. Et 3 siècles après, 350 ans, quand on les exhume, eh bien c'était la caverne d'Ali Baba. Cette caverne d'Ali Baba, Paolo rêve d'en tirer le meilleur profit. Ce sera chose faite le 6 juin 2008 au château de Cheverny lors d'une prometteuse vente aux enchères orchestrée par le commissaire-priseur Philippe Rouillac. 3800, 7200, 10 000 au 6, adjugé 1100. C'est une part de rêve que l'on achète, c'est pas des monnaies. C'est un conte de fées, ça s'est réalisé en Val-de-Loire il y a 2 ans. Finalement, les enchères atteindront 300 000 €, une somme inespérée pour ce jeune couple aux revenus modestes, avant ce coup de pioche magique. Je me dis qu'on va sortir vraiment de la galère dans laquelle on était. Au moment où Paolo fait sa découverte, il est jeune maçon, au SMIC, sa femme est enceinte, leur voiture vient de tomber en panne, elle est quasiment condamnée à la casse. Ce pactole tombe vraiment au bon moment, et donc c'est la belle histoire du trésor de Montrichard. Une formidable histoire pour Paolo et sa compagne qui mènent aujourd'hui une vie discrète. Le jeune couple s'est rendu récemment au Portugal. Là-bas, Paolo s'est montré très généreux.
Voici à présent une scène très rare que l'on doit à un réalisateur animalier, un spectacle palpitant, parfois cruel et au dénouement incertain, une véritable leçon de survie en milieu hostile. Une lionne, affamée, va se jeter à la gorge d'un zèbre. Le destin de la pauvre bête semble scellé et pourtant. Mais avant cela, direction les États-Unis pour aller à la rencontre d'un petit garçon pas comme les autres. Tous les écrivains rêveraient d'être à sa place. À 8 ans seulement. Alec a vendu son premier livre, un best-seller, s'il vous plaît, 250 000 exemplaires vendus. Sa recette, les conseils de séduction d'un garçon de 8 ans ou comment parler aux filles. Je pense que je vais le lire. Oh, j'ai hâte d'avoir vos conseils, moi. T'as de beaux yeux, tu sais. Un écrivain qui rencontre le succès dès son premier livre, c'est déjà exceptionnel. Mais quand ce livre devient numéro 1 des ventes alors que l'écrivain n'a que 8 ans, l'histoire devient tout simplement extraordinaire. Dans cette école primaire du Colorado, les élèves de Madame Dupré rédigent souvent des devoirs sur les moments forts de leur vie. Ce jour-là, le jeune Alec décide de décrire ce qu'il a observé dans la cour de récréation. Je voyais beaucoup de garçons qui essayaient d'aborder les filles, mais ils se prenaient tout le temps des râteaux. Je voulais les aider à éviter ça, tout en leur donnant des conseils pour trouver la fille idéale. À 8 ans, Alec écrit donc un guide de séduction intitulé « Comment parler aux filles ». Son institutrice est conquise, tout comme la directrice de l'école. C'était à la fois très amusant et très vrai. Je me disais que c'était vraiment incroyable qu'un enfant de 8 ans ait pu écrire cela. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut parler aux filles, même si c'est une fille de 46 ans comme moi. L'école décide alors de vendre des photocopies de la rédaction d'Alec au profit d'une œuvre caritative. Succès immédiat. En quelques jours, Comment parler aux filles devient le guide indispensable des écoliers du Colorado. C'est rigolo, on se reconnaît. Il y a beaucoup de vrai dans tout ça. Je pense que tout ça est très sérieux. C'est une manière astucieuse de voir les choses. Et pour en juger par vous-même, voici des exemples donnés par l'auteur en personne. Les jolies filles sont comme les voitures qui ont besoin de beaucoup d'essence. Elles sont très soucieuses de leur apparence, elles ne pensent à rien d'autre. Les filles normales se moquent de cela et s'intéressent à plein d'autres choses. Et c'est ça qui les rend très jolies. Je pense qu'il faut plutôt choisir parmi ces filles dites normales. Si tu veux attirer l'attention d'une fille, il ne faut pas en faire trop. Tu peux être un peu collant, mais pas trop quand même. La première chose à dire pour entamer la conversation, c'est « Salut ». Si elle répond « Salut », c'est déjà un bon début. Grâce à sa rédaction, Alec est la nouvelle coqueluche de l'école, à la plus grande fierté de ses parents. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les médias commencent à s'intéresser à l'affaire et l'enthousiasme est général. En 2 semaines, Alec est invité dans les plus célèbres émissions américaines. Cette immense notoriété est aussi soudaine qu'inattendue. Au début, c'était terrifiant, complètement dingue. C'est vrai que c'est impressionnant. Après une telle médiatisation, Alec n'a plus qu'à être publié pour devenir un écrivain à part entière. Ce sera chose faite en novembre 2008. Et pendant plusieurs semaines, il occupe les premières places des ventes de livres pour enfants. C'est le début d'une grande carrière. Je n'ai jamais vraiment su ce que j'avais envie de faire plus tard. Avec ce qui m'arrive, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Alors je me dis que je devrais peut-être devenir écrivain. Mais je pense aussi au métier d'archéologue, d'anthropologue ou de paléontologue. Bref, tous les métiers qui finissent par log. Alors pourquoi pas psychologue? C'est ce qui semble tout indiquer au vu des futures publications d'Alec. Comment parler à sa mère et comment parler à son père. Il faudrait, je dis bien il faudrait, que j'écrive aussi un livre de conseils pour les rendez-vous amoureux. Mais là, ce serait que pour les garçons plus âgés que moi. Pour l'instant, Alec n'a pas de fiancée car il se trouve encore trop jeune. Mais ça n'a pas empêché une célèbre production hollywoodienne de lui faire les yeux doux en rachetant les droits de son livre pour le cinéma. Un coup de foudre qui pourrait rapporter à l'enfant écrivain plusieurs centaines de milliers de dollars. Le parc national du Serengeti en Tanzanie. C'est au cœur de la savane qu'un cinéaste animalier est venu immortaliser un spectacle unique au monde, la grande migration des gnous et des zèbres. Chaque année, des millions d'animaux parcourent plus de 700 km en quête de nouveaux pâturages. Pour les besoins du documentaire,
Éric Vessière, le caméraman, va séjourner des mois dans ces plaines africaines. Et chaque jour, dès 4 heures du matin, il parcourt la savane à l'affût de scènes de vie. Ce qui est difficile dans ce genre d'exercice, c'est l'attente, évidemment. Donc il y a des moments où on arrive à avoir des belles séquences, puis il y a des moments où il ne se passe rien. Et puis d'un seul coup, on va avoir une séquence superbe auquel on ne s'attendait pas du tout. Justement, un matin de juillet, alors qu'il sillonne la savane et que des zèbres sont regroupés autour d'un point d'eau, il assiste à une scène incroyable. Je suis dans la voiture, on n'avait pas remarqué tout de suite, et puis d'un seul coup, il y a une lionne qui approche. D'un seul coup, c'est combat de combat. Il saisit sa caméra et se positionne pour ne rien rater de l'attaque de la lionne. Alerté par le danger, les animaux s'enfuient. Seul un jeune zèbre s'attarde au bord de l'étang. Le félin ne laisse aucune chance à sa proie. En quelques secondes, il capture le zèbre et le retient dans sa redoutable mâchoire. Le sort du zèbre semble être scellé. Mordu au cervical, le zèbre est en bien mauvaise posture. Mais contre toute attente, dans un ultime effort, le zèbre parvient à retourner la situation. Il plonge doucement mais sûrement la tête de la lionne sous l'eau. C'est maintenant la lionne qui est dans une situation critique. Après un corps à corps interminable, la lionne finit par lâcher prise, à moitié noyée. Sans plus attendre et malgré ses blessures, le zèbre regagne sa liberté. L'œil rivé à l'objectif, le caméraman n'a rien perdu de cette scène. C'est ça qui fait aussi le charme animalier et qui permet de raconter des histoires. On transpose nos sentiments humains avec les animaux, mais après c'est avec le recul, c'est-à-dire le soir, au feu de camp, quand on va revisionner les images pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème technique, oui, on se dit, ah ben évidemment, c'est extrêmement touchant. Cette histoire du zèbre qui voulait noyer la lionne a fait le tour de la savane. Oui, ça fait partie de grands souvenirs de films animaliers. C'est parmi les plus grands souvenirs. Et comme ça, je peux raconter des jolies histoires à mes garçons quand je rentre. Puis ça fait plaisir, c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Direction les États-Unis maintenant, Carole, pour rencontrer un homme hors du commun. Son nom, c'est Roy Sullivan. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler. Et pourtant, le destin de cet homme est tout simplement unique au monde. En 36 ans, Roy a été foudroyé 7 fois, vous avez bien entendu, 7 fois. Et à chaque coup de foudre, il s'en est sorti indemne. Rencontre avec l'homme le quand plus... même, parce qu'en général, on n'y les est plus après 7 coups de foudre. Ça dépend, il y a coup de foudre et coup de foudre. Oui, mais justement, je sais de quoi je parle. Ben voilà, nous, ça nous est jamais arrivé. Alors, ben moi, je vous propose de rencontrer maintenant l'homme le plus chanceux du monde. Voici Roy Sullivan, un homme au destin exceptionnel. Foudroyé en forêt, foudroyé en voiture, foudroyé dans son jardin, ce film publicitaire qui illustre sa vie pourrait prêter à rire. Et pourtant, cet homme a eu la terrible malchance de se faire foudroyer 7 fois. Un record. Il créait tellement la peur autour de lui qu'il se faisait isoler. Même son chef voulait plus se balader avec lui en forêt. État de Virginie, aux États-Unis. Ce garde forestier américain défie à lui seul les lois de la nature. Il n'existe dans une vie qu'une chance sur 3000 d'être foudroyé. En 36 ans de carrière, Roy Sullivan a reçu 7 fois la foudre, soit une chance sur 300 milliards. C'est un cas assez unique. Les personnes qui prennent la foudre, c'est une fois, voire 2, et c'est généralement un grand maximum, et c'est déjà beaucoup. Roy Sullivan a eu à la fois la chance de survivre à cette choc de foudre et la malchance d'être frappé 7 fois. C'est quand même assez exceptionnel. Tellement exceptionnel que l'Américain a été surnommé l'homme paratonnerre. La première fois, c'était en avril 1942. Je me promenais à proximité d'un relais téléphonique et quand la foudre est tombée, elle est remontée jusqu'à moi. Elle a même fait un trou dans ma montre.
Une autre fois, je sortais de ma voiture. J'ai été foudroyé en pleine tête. Mes cheveux ont entièrement brûlé. J'avais des flammes sur la tête. Cette fois, la foudre a traversé mon corps et enflammé mes vêtements. Regardez dans quel état est mon chapeau. 1942, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975. À chaque fois, Roy Sullivan s'en sort vivant. Un choc de foudre, c'est une intensité très forte. Plusieurs milliers d'ampères, plusieurs centaines de milliers d'ampères éventuellement. On est quasiment dans le domaine du miracle avec Roy Sullivan. C'est un cas exceptionnel qui pourrait faire l'objet d'une étude sans doute au niveau international. Roy Sullivan serait-il maudit? Difficile à croire, mais même son entourage s'interroge. Il créait tellement la peur autour de lui qu'il se faisait isoler. On a imaginé qu'il attirait la foudre, et même son chef voulait plus se balader avec lui en forêt, ce qui est quand même le comble. Roy Sullivan imaginait qu'il était pourchassé par quelqu'un qui avait un pouvoir assez fort. C'est clair que si on n'était pas scientifique, on serait amené à le croire. Roy Sullivan figure désormais dans le livre des records. À ce jour, personne n'a dépassé ni même égalé le titre de gloire de l'homme paratonnerre. L'homme paratonnerre. Et vous, la femme par un coup de foudre, oui. Pourtant, je scintille. Hein. J'y arrive plus. J'y arrive plus avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, l'histoire qui va suivre aurait pu inspirer les plus grands auteurs de contes extraordinaires. Ce qui est arrivé à Laurie Smith tient du miracle. Cela se passe aux États-Unis. Laurie vient de mettre au monde son 4e enfant lorsqu'elle ressent de violents maux de tête et tombe dans un coma profond. Vous allez voir, c'est une histoire absolument magnifique. Pendant 13 jours, son état est désespéré. Alors, le pire est envisagé par les médecins, jusqu'à ce que la fille aînée de Laurie se penche sur sa maman, la preuve en image que l'amour peut faire des miracles. Une mère de famille plongée dans un coma profond, des médecins qui n'y croient plus, une famille désespérée, et soudain, la voix d'une petite fille qui ramène sa mère à la vie. Cela fait 19 jours que j'aurais dû mourir. L'histoire du retour de Laurie Smith à la vie par l'intermédiaire de l'amour de sa fille est une histoire véritablement extraordinaire. 1er janvier 2009, cet hôpital de Cincinnati dans l'Ohio ouvre son carnet rose avec la naissance d'une petite fille mise au monde par Laurie Smith, déjà maman de 3 enfants. Mais juste après l'accouchement, l'heureux événement se transforme en tragédie. Après 2 arrêts cardiaques, Laurie sombre dans le coma. Son cœur s'est d'abord arrêté pendant 20 minutes, puis il s'est encore arrêté pendant 29 minutes. En tout, sa mort clinique a duré 49 minutes. Mon corps s'est totalement arrêté de fonctionner. C'est quelque chose de très grave, ça entraîne des comas qui sont bien souvent irréversibles. Un cas sur plusieurs milliers d'accouchements finissent comme ça. C'est dramatique, mais c'est heureusement exceptionnel. Laurie est entre la vie et la mort. Jour après jour, son état ne présente aucune amélioration. Au bout de 2 semaines de coma, les médecins n'ont plus d'espoir. Ils préviennent la famille. Si les médecins de Laurie Smith ont jugé que le cas était désespéré, c'est qu'il y avait beaucoup de signes péjoratifs nous laissant penser que la mort est inéluctable. Et dans ces cas-là, bien sûr, on prévient la famille, on prépare l'entourage au deuil. Michael, le mari de Laurie, accompagné de ses enfants, viennent lui dire adieu. Ils sont à son chevet quand Megan, leur fille aînée, âgée de 8 ans, adresse une dernière parole à sa maman. Alors que cette situation paraît désespérée, il y a cette fille qui arrive et qui va voir sa mère et qui lui demande de revenir à la vie. Elle a dit « Maman, si tu nous aimes, ouvre les yeux !» et Laurie a remué les paupières. C'était son premier signe pour nous dire qu'elle était là et qu'elle avait entendu. Mais je ne savais pas encore si c'était le dernier geste d'une maman ou un véritable miracle. Miracle, le mot n'est pas trop fort pour décrire la situation. Avec de simples mots, cette petite fille de 8 ans a permis à sa maman de sortir du coma. J'étais persuadée que maman reviendrait avec nous, parce que pour moi, il était impossible qu'elle meure. Je ne voulais rien savoir. Et il y a des cas, j'en suis sûr, où l'entourage doit compter énormément pour motiver le retour à la vie. Il faut leur parler, il faut leur donner de l'amour. Et peut-être que
on peut espérer au miracle. Dans ces cas-là, il y a un retour possible à la vie. C'est ce qui s'est passé pour Laurie Smith. Et la vie de Laurie Smith n'a vraiment repris son cours que 56 jours après son accouchement, quand elle a enfin retrouvé son mari et ses 4 enfants, dont la petite dernière, Delilah Grace. J'attendais impatiemment de retrouver ma vie de famille, préparer le dîner, préparer les affaires de tout le monde et leur dire à chacun merci, car grâce à eux, je suis vivante. Le sort exceptionnel de Laurie a suscité une grande émotion dans le pays, certainement parce qu'il apporte un message d'espoir. Espoir, c'est d'ailleurs le 3e prénom que Laurie a choisi pour sa dernière fille. Mémoire auditive ou mémoire visuelle, Carole? Pour Stephen Wilshire, 36 ans, la réponse est simple, c'est mémoire photographique et architecturale. Ce jeune Anglais, diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, peut dessiner de mémoire n'importe quelle ville, j'ai bien dit ville, dans ses moindres détails. Il lui suffit de la survoler en hélicoptère pendant quelques minutes. Ensuite, avec une facilité déconcertante, Stephen la dessine. C'est un don plus qu'étonnant. Mais avant cela, voici une histoire née de l'imagination fertile d'un jeune Canadien de 30 ans. En 2006, il a échangé un petit trombone rouge contre une maison. Oui, c'est pas tout à fait, oui. Non, il faudra regarder le sujet pour bien comprendre. Cela pourrait ressembler à un canular, mais l'histoire est authentique. À un détail près, cela ne s'est pas fait en un jour. Comment être astucieux? En voici un bel exemple. Le trombone, un objet banal et anodin de notre quotidien. Un petit morceau de métal sans valeur pour attacher des feuilles de papier. Et pourtant, un jour, un jeune homme a tenté un pari un peu fou. Échanger un simple trombone rouge contre une maison. Voici l'histoire de cet homme, un certain Kyle MacDonald. Nous sommes à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Ce jeune homme de 30 ans, aux allures d'éternel étudiant un peu rêveur, s'appelle Kyle MacDonald. Kyle n'étant pas du genre métro boulot dodo, il a choisi un métier plutôt original. Il est créateur de concepts, comme nous l'explique sa compagne Dominique. Kyle a toujours été quelqu'un de créatif et il voulait vraiment vivre de ses idées. Le but était de trouver des concepts inédits, des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Et c'est justement grâce à l'une de ces idées un peu farfelues qu'il y a 2 ans, la vie de Kyle change radicalement. Petit, je jouais à un jeu qui s'appelait Toujours plus grand, toujours plus fort. Le principe, échanger un petit objet contre quelque chose de plus gros. Un jour, je me suis dit que ce serait amusant de transposer ce jeu dans le monde des adultes. J'ai regardé ce qu'il y avait sur mon bureau et j'ai vu ce petit trombone rouge. Kyle va réussir à échanger ce trombone rouge contre un stylo échangé lui-même contre une poignée de porte échangée à son tour contre un réchaud de camping. Et très rapidement, ce qui n'était à l'origine qu'un simple jeu va prendre une tournure extraordinaire. Au départ, je faisais ces échanges pour m'amuser sans trop savoir où j'allais. Le seul challenge était finalement d'essayer d'échanger un objet. Mais au bout d'un moment, les gens se sont demandé jusqu'où j'allais aller comme ça. Et je leur ai dit, je m'arrêterai le jour où je réussirai à avoir une maison. Kyle place ainsi la barre très haut et ce défi un peu fou passionne les médias de son pays. Un petit trombone rouge, qui aurait cru que ça pouvait mener à une nouvelle maison? Et c'est justement grâce à cet engouement médiatique que le projet de Kyle connaît un tournant décisif. Lorsque les médias ont commencé à s'intéresser à mon projet, des milliers de personnes m'ont proposé de faire des échanges. Un jour, j'ai reçu une offre du célèbre acteur hollywoodien Corbin Bernsen. Il m'a proposé un contrat rémunéré avec un vrai rôle dans un film en échange d'un objet amusant et original. L'acteur en question collectionne les boules à neige. Kyle échange l'une de ces boules, à l'effigie du groupe de rock américain Kiss, contre un rôle à Hollywood. Ce contrat lui permet d'atteindre enfin son objectif. La ville de Kipling, au nord du Canada, a entendu parler de mon projet et elle m'a proposé d'échanger ce contrat contre une maison. Voilà comment Kyle MacDonald gagne son pari bien au-delà de toute espérance. Et tout ça en dépensant beaucoup d'énergie et seulement quelques centaines de dollars en billets d'avion. J'étais vraiment heureuse et très fière de la façon dont il a mené ce projet. Il s'est vraiment investi à 100% et parfois ça a été difficile. Il a passé énormément de temps là-dessus. Mais il a toujours su rester positif
et optimiste. La pendaison de crémaillère a lieu en présence de plus d'1 millier de personnes. Elle prend des allures d'inauguration et pour cause. La maison est devenue une véritable attraction touristique. En centre-ville, il y a un panneau qui dit « Ici se trouve la maison trombone ». Après avoir vécu pendant 1 an à Kipling, Kyle et sa femme décident de retourner à Montréal. Désormais, Kyle cherche à échanger sa fameuse maison contre quelque chose d'original. En attendant, il vient tout juste de terminer un livre retraçant son incroyable aventure. Un livre dont la société de Steven Spielberg a racheté les droits pour en faire un film. Un simple survol de 20 minutes en hélicoptère aura suffi à cet artiste pour mémoriser et réaliser au détail près un fantastique dessin panoramique de la ville de New York. Nous sommes à Londres, en Angleterre. C'est ici que vit le plus stupéfiant des artistes britanniques. Stephen Wiltshire n'est pas un artiste comme les autres. Il possède une mémoire gigantesque capable d'enregistrer un nombre incalculable d'informations en un temps record. Enfant, il est diagnostiqué autiste et ne commence à parler qu'à l'âge de 10 ans. Il trouve dans le dessin un formidable moyen de communication et développe malgré lui une mémoire quasi photographique. J'ai commencé à dessiner lorsque j'avais 5 ans. Je me souviens que je dessinais des animaux de toutes sortes. Des tigres, des girafes, des éléphants. Je les voyais à la télévision, je les mémorisais et je les dessinais. En 1985, Stephen a 11 ans. Lors d'un voyage scolaire, il se rend à la gare Saint-Pancras de Londres. Pendant un quart d'heure, il contemple l'un des bâtiments victoriens les plus complexes de la capitale. Dès son retour à l'école, il reproduit l'édifice. Stephen livre une représentation exacte de la gare en intégrant des détails d'une précision déroutante. Son clocher, ses fenêtres et même des grues qui ce jour-là se trouvaient en arrière-plan. Au fil des années, Stephen va développer cette faculté en dessinant tout ce qui lui passe sous les yeux. Rien ne lui échappe. Je me suis alors mis à dessiner n'importe où. Je représentais des scènes de vie et surtout je me suis pris de passion pour les bâtiments et les voitures. Mes dessins sont devenus très réalistes, très détaillés, avec des nuances, des ombres et des scènes de rue. À mesure que sa technique s'affine, sa notoriété grandit. Et le talent de Stephen ne tarde pas à traverser les frontières. En octobre 2009, la télévision américaine propose à Stephen une expérience hors du commun. Il va survoler New York en hélicoptère pour ensuite reproduire de mémoire le panorama géant de la ville. Pour Stephen, le défi mérite d'être relevé. Je suis monté à bord de l'hélicoptère. C'était fabuleux parce qu'il y avait une vue imprenable sur New York. L'Empire State Building, le Chrysler Building, la skyline de Manhattan. Je pouvais même voir Central Park. Le survol de New York ne dure que 20 minutes. De retour sur la terre ferme, Stephen exécute sa fresque. Il ne s'appuie sur aucune photo, sur aucun croquis. Tout est dans sa tête. Je me souviens de tout ce que j'ai vu de l'hélicoptère. J'ai besoin de voir les choses très peu de temps. Parfois, je dois vraiment me concentrer si je veux me souvenir exactement du nombre de bâtiments dans la ville. Il y a tellement d'informations. Et après 8 jours, Stephen livre un chef-d'œuvre à couper le souffle. Sa représentation de Manhattan est tout simplement parfaite. L'échelle du panorama est au millimètre. Le souci du détail est déconcertant. Il ne manque aucune des 6400 fenêtres de l'Empire State Building. L'Empire State Building, c'est mon gratte-ciel préféré. C'est l'un des immeubles les plus importants de l'histoire de New York. Il ressemble à l'immeuble de Gotham City dans Batman. Depuis, Stephen a ouvert sa galerie à Londres avec ses plus beaux dessins. Aujourd'hui, il ne cache pas son rêve de réaliser un autre projet qu'il considère comme très ambitieux, le panorama de Paris, la plus belle ville du monde. C'est hallucinant quand même, hein ?
Moi, je suis capable, je vous vois une fois. Regarde, hop, 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 hop. Voilà Carole Rousseau. C'est simple, non? Allez, séquence émotion maintenant avec la merveilleuse histoire de la lionne qui rêvait d'être maman au point d'adopter un petit oryx orphelin. Une association pour le moins étrange quand on sait que les lions adorent manger les oryx. En route donc pour la splendeur sauvage de la réserve kenyane où s'est jouée cette fable incroyable et pourtant bien réelle. Une histoire d'amour entre une lionne et un bébé oryx. Ce n'est ni un conte pour enfants, ni une fable de La Fontaine, mais une histoire grandeur nature qui s'est déroulée au cœur de la savane africaine. Le Samburu est l'une des plus belles réserves du Kenya. Les animaux y sont nombreux. On y trouve même des oryx, une espèce rare d'antilope qui est hélas la proie préférée des lions. Dans la chaîne alimentaire africaine, l'oryx, qui est un herbivore, est en bas de la pyramide et sert d'alimentation au gros carnivore qui est le lion. Donc c'est un type de relation normale de chasse, quoi. Ce matin-là, une rumeur inattendue et sans précédent se propage dans la réserve. Les rangers patrouillaient comme ils le font chaque jour. Ils sont venus nous signaler qu'ils avaient vu une lionne accompagnée d'un petit oryx. La nouvelle semble inimaginable, mais elle retient toute l'attention des rangers qui se rendent immédiatement auprès de Kamouniak. Cette lionne vit seule à l'écart de la meute et elle s'est déjà fait remarquer pour son comportement atypique. À leur arrivée, les rangers vont assister à un spectacle rarissime. Une relation d'affection maternelle. Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir ce comportement maternel qui est dévolu par la lionne. Elle le lèche, elle prend soin, elle regarde où il va, etc. Donc tout ça, c'est des comportements qu'elle pourrait avoir avec des jeunes de sa portée. On va trouver ça attachant, parce que c'est une sorte de pacte entre la belle et la bête. Un pacte comme seule la nature en a le secret. Jusqu'à présent, personne n'a pu apporter une explication. Ils ont posé la question aux sages de la communauté de Samburu. Ils ont dit non, on n'a jamais vu ça. Du côté des scientifiques, eux aussi m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Ils n'ont rien vu de tel, rien de semblable. Ce genre de relation entre une proie et son prédateur, entre herbivore et carnivore. En fait, cette lionne est vraiment un prodige. Cette émouvante relation semble ne jamais vouloir s'arrêter. Malheureusement, au bout de 2 semaines, les rangers doivent intervenir. C'est une question de vie ou de mort pour le bébé oryx. Il n'a pas le lait, il n'a pas les codes de développement de l'oryx, etc. Donc c'est de toute façon voué à l'échec du côté oryx. Du côté lionne, c'est pareil. Si elle considère qu'un oryx n'est pas une proie, elle est mal partie pour se nourrir dans la savane, quoi. Donc des deux côtés, ça pose problème. Dans la nuit du 15e jour, le petit oryx est transporté vers l'orphelinat pour animaux de Nairobi. Et depuis, il y coule des jours heureux. Il est maintenant âgé de 8 semaines. Quand il est arrivé, il pesait 10 kilos, alors qu'aujourd'hui il en fait 20 exactement. À l'avenir, nous allons le garder ici, car une fois que les animaux ont été en contact avec des humains, il est très difficile de les rendre à la vie sauvage. Le petit herbivore et sa maman carnivore ne se croiseront plus, mais c'est finalement pour leur plus grand bien. Et aujourd'hui, ces 2 animaux que tout séparait ont donné naissance à une magnifique légende qui a largement dépassé les frontières du Kenya. Et oui, regardez, moi j'ai pris Carole sous mon aile bébé et voyez ce qu'elle est devenue. J'allais dire que j'ai toutes les peines du monde à vous renvoyer à la vie sauvage. Bon, cela dit, j'aurais peut-être pas dû. Alors, trop urbain, Jacques Legros. Ce soir, Carole. Eh bien oui, ce soir, 2 chèques de 1 500 € sont à gagner. Pour participer au tirage au sort qui désignera le gagnant du premier chèque, il vous suffit de répondre correctement à la question suivante. Alors écoutez bien, Jacques, vous ne soufflez pas. Non. Quel animal adopte un bébé oryx? S'agit-il 1 d'une ours, 2 d'une lionne, 3 d'une vache? Vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7 14 14 ou en téléphonant au 36 80. Nous allons marquer maintenant une courte pause. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez après la publicité dans le meilleur des 30 histoires extraordinaires. A tout de suite. Depuis des années, Eric Norsigian était à la tête d'un trésor, mais il l'ignorait.
Des banals clichés photographiques qu'il avait achetés 30 € dans une brocante seraient ceux d'un célèbre photographe américain et valent aujourd'hui des millions. Santiago, capitale du Chili. En mars 2008, une image va faire la une des journaux télévisés et bouleverser l'opinion publique. Sous l'œil d'une caméra de surveillance, un chien vient en aide à l'un de ses congénères qui vient d'être percuté par une voiture. Après avoir sauvé un lionceau de maltraitance, Ana Julia Torres s'est occupée de Jupiter comme si c'était son propre enfant. Puis un jour, comme pour la remercier, de la tendresse à l'état pur, une histoire d'amour entre l'homme et le roi des félins. Vous êtes bien sur le plateau du meilleur des 30 histoires extraordinaires. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Les images qui suivent viennent du Chili. Elles sont pour le moins saisissantes. Au milieu du trafic, en pleine heure d'affluence, un chien est heurté par un véhicule. Il gît sur l'autoroute. Et c'est alors qu'un deuxième chien va braver la circulation pour venir en aide à son congénère. Mais avant cela, Jacques, voici une success story extraordinaire. Né d'une mère alcoolique et droguée et d'un père absent, Michael Oher a tout pour mal débuter dans la vie. Pourtant, à 24 ans, il est aujourd'hui une star du football américain et un exemple pour des millions de jeunes. Voici l'histoire d'un jeune homme perdu à qui le destin va accorder contre toute attente une seconde chance. Voici un jeune homme à la destinée fantastique. Sans famille et sans abri, Michael Oher croise un jour le chemin d'une famille qui va bouleverser le sens de sa vie et faire de lui l'une des stars les plus convoitées du sport américain. Liane a été la première personne à me dire qu'elle m'aimait. Personne ne m'avait jamais dit « je t'aime ». La vie de Michael Oher pourrait inspirer un roman à succès. Un père mort assassiné, une mère droguée. À 16 ans, le garçon vit seul dans les bas quartiers de Memphis, aux États-Unis. En 2002, alors que Michael cherche un endroit où passer la nuit, il fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Lee-Ann et Steve Tuohy, de riches Américains, rentrent d'un dîner quand ils aperçoivent l'adolescent errant sur le trottoir. Ma femme l'avait remarqué. Il était en short et en t-shirt alors qu'il faisait terriblement froid. J'ai dit à mon mari de faire demi-tour et je suis allée lui parler. Lee-Ann convainc Michael de venir passer une nuit au chaud dans sa maison des beaux quartiers. Elle ignore que l'adolescent va dormir pour la première fois dans un vrai lit. Le fabuleux destin de Michael Oher ne fait que commencer. La famille Tuohy a un coup de foudre pour le garçon. Elle lui propose alors de rester avec eux pour quelque temps. Liane a été la première personne à me dire qu'elle m'aimait. Personne ne m'avait jamais dit « je t'aime ». Jour après jour, Michael oublie la rue et trouve sa place dans sa nouvelle famille. Des liens forts se tissent au point que les Tuohy entament les démarches pour l'adopter officiellement. Michael, c'est tout simplement mon grand frère. C'est une évidence. Michael prend conscience de la chance qui lui est donnée. Pratiquement illettré, il veut s'instruire. Et une fois encore, la famille Tuohy va se mobiliser pour lui. La seule discipline dans laquelle il excelle, le football américain. Mais sans résultat scolaire satisfaisant, impossible pour Michael d'envisager la moindre carrière. Il doit tenter l'impossible, entrer à l'université. Michael n'avait pas le niveau. Nous doutions de ses capacités et encore plus du fait qu'il puisse intégrer une université. Un nouveau défi s'annonce pour Michael. Lee-Ann et Steve croient en leur fils adoptif et engagent un professeur particulier. Pendant 6 mois, Michael va étudier plus de 70 heures par semaine. Je travaillais comme un acharné. Je passais mes nuits à étudier. Et les résultats sont au-delà de leurs espérances. En mai 2005, il décroche haut la main son diplôme et intègre l'équipe de football de l'Université du Mississippi. C'était une grande fierté pour notre famille parce que tout le monde s'était mobilisé pour qu'il réussisse. Depuis la rue, Michael a parcouru un long chemin. À l'université, son talent se révèle. Ce géant de 1,93 m est un rouleau compresseur. Et il se fait remarquer par les professionnels. En 2009, c'est la consécration. Baltimore Ravens select Michael Oher. Michael signe un contrat de plus de 13 millions de dollars avec la prestigieuse équipe des Ravens de Baltimore. Sa carrière s'envole. Pour sa famille comme pour lui,
c'est une victoire. Tout est possible. Je n'avais pas les bagages nécessaires, les gens disaient que je n'y arriverais pas, mais quand on est bien entouré, on peut tout réussir. Le parcours exceptionnel de Michael inspire Hollywood. En 2009, le film The Blind Side retrace le destin extraordinaire du jeune champion. Et consécration ultime, Sandra Bullock remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour le rôle de cette merveilleuse femme qui a cru en ce jeune homme. Une preuve supplémentaire que le rêve américain n'existe pas que dans les livres. Voici une image exceptionnelle qui a fait la une des journaux du Chili. Un chien va tenter le tout pour sauver son compagnon. Ce comportement inédit va bouleverser tout un pays. Nous sommes à Santiago, la capitale du Chili. Un tiers de la population vit dans cette ville. Cette densité provoque fréquemment la saturation des transports et un trafic automobile colossal. Les accidents font partie du quotidien de Santiago. Et les premiers menacés sont les 250 000 chiens errants qui parcourent les rues de la ville. Il y a beaucoup d'accidents de la route qui impliquent des chiens errants, principalement aux abords des autoroutes. L'espérance de vie d'un chien qui circule le long d'une autoroute est quasi nulle. En mars 2008, l'opinion publique va être bouleversée par une scène filmée par une caméra de surveillance sur l'autoroute du nord de Santiago. Un chien traverse l'autoroute et se fait renverser par un camion. Les automobilistes évitent comme ils peuvent l'animal. Mais alors que le sort de ce chien semble scellé, l'inimaginable se produit. De l'autre côté de la route, un autre chien vient à sa rescousse. Au péril de sa vie, il traverse les voies. Avec un seul objectif, sauver son compagnon. Il va ainsi le traîner jusqu'au bord de l'autoroute, évitant minutieusement toutes les voitures. Nous avons tous été abasourdis de voir ce chien tenter de sauver cet autre chien victime d'un accident. Je n'avais jamais vu une chose pareille. D'habitude, lorsque les chiens sont en bande, s'il y a un accident, les autres s'enfuient. Immédiatement, les médias s'emparent de cette image incroyable, provoquant une vague d'émotion dans le pays. Je trouve ça fabuleux, c'est un acte d'une grande humilité. C'est devenu notre mascotte. Les humains feraient bien de suivre son exemple. La leçon que nous donne ces deux chiens est énorme. Beaucoup d'entre nous ont été bouleversés par ces images et ça nous a fait réfléchir. La police de Santiago est alors submergée d'appels téléphoniques. Les gens voulaient tout savoir. Comment s'appelait le chien, d'où il venait, à qui il appartenait et s'ils pouvaient l'adopter. C'est un geste fantastique. C'est un enseignement pour les êtres humains. Une belle leçon de solidarité. Le chien errant est ainsi devenu la mascotte du Chili. Il est pourtant reparti incognito rejoindre ses congénères dans les rues de Santiago, préférant sa vie de chien à celle de héros national. On vous le disait, il n'y a que des histoires extraordinaires. S'il y a une qualité qui définit la personne que nous allons rencontrer maintenant, c'est bien la persévérance. Difficile en effet de rester insensible à l'histoire de Michel Frette, un Alsacien de 65 ans qui aura passé 60 ans de sa vie à rechercher son père. Une belle leçon d'amour et d'espoir. Août 1945, Michel Frette naît de père inconnu. Il n'aurait jamais pensé connaître un jour son père. Pour moi, c'était inné. Il fallait que je le retrouve. Et le 14 août 2010, après 60 ans de recherche, son plus grand rêve se réalise enfin. France, automne 1944. Gabrielle habite une ferme à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin. Elle a tout juste 17 ans lorsqu'elle rencontre William Francis Benson, un séduisant GI américain venu libérer la France. Le coup de foudre est immédiat, mais quelques mois plus tard, c'est la libération. La France entière célèbre la victoire et le départ des régiments américains met fin à la belle histoire d'amour. 9 mois plus tard, le 27 août 1945, Michel naît de père inconnu. Dès l'âge de 5 ans, la quête de toute une vie commence. Il ne se passait pas un jour où je pensais à mon papa. Lorsque j'avais une réussite, j'avais une petite pensée pour lui. S'il était là, s'il l'avait su,
Il aurait été heureux. J'aurais fait n'importe quoi pour le retrouver. Un nom, un prénom, Michel a peu d'indices. Au fil du temps, son rêve d'enfant tourne à l'obsession. J'ai fait 450 km en vélo Solex en 2 jours. J'ai pris le train à Paris, je ne me rappelle plus quelle gare. J'étais jusqu'à Cherbourg. À Cherbourg, pendant une semaine, je errais sur le quai pour trouver un capitaine de chalutier qui puisse me prendre comme mousse. Je voulais prendre un bateau pour aller jusqu'aux États-Unis. Je voulais m'engager dans l'armée américaine, quitte à aller faire 2 ou 3 ans au Vietnam, revenir après, si je revenais, et puis retrouver mon père. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans passent, mais toujours aucune trace de ce père parti sans laisser d'adresse. En juillet 2010, Michel décide de raconter son histoire dans le journal de sa région. Le journal, ça a été vraiment le déclic, ça a été une coïncidence terrible. Et le lendemain matin, fait extraordinaire, à 11h du matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame qui était en vacances dans la région de Montbéliard, qui venait de Miami. Elle m'a tout de suite téléphoné et elle m'a dit voilà, qu'elle voulait tout faire pour essayer que je retrouve mon papa. Quand j'ai lu le journal, je me suis dit, c'est peut-être sa dernière chance. Je ne savais pas si ça allait bien se passer ou pas, mais pour moi, c'était un devoir. C'était mon devoir de le faire. Et c'est aussi, je dirais, une façon de remercier tous ces soldats qui ont traversé l'Atlantique pour nous. Pour la première fois, quelqu'un allait peut-être pouvoir aider Michel. De retour en Floride, le travail de Martine ne s'avère pas facile, mais sa détermination demeure intacte. J'ai appelé les télécoms, j'ai appelé la mairie. Je suis aussi allée sur les sites internet. J'ai fait des recherches avec les amis des vétérans. Après, j'ai appelé la cour de justice et là, je tombe sur une jeune femme. Et je crois que nous avons eu la plus grande chance, c'est qu'elle m'a donné aussi le numéro de téléphone. Et un beau jour, au bout de 3 semaines, à 10h30, 11h du soir, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Voilà Michel, j'ai retrouvé ta famille. Tu as un frère, tu as une sœur, et on a retrouvé ton papa qui est vivant et qui a encore toute sa tête. » Alors là, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. J'avais les frissons, j'avais envie de pleurer. Ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment le moment le plus incroyable. Avec le cœur qui bat dans la poitrine. J'ai pas dormi pendant 1 semaine. Je me levais la nuit à 3h du matin, je tournais autour de la maison. Je pouvais plus dormir. Quelques jours seulement après cette incroyable nouvelle, Michel s'envole pour Houston, au Texas. Et le 14 août 2010, à 14h, après 60 ans de recherche et d'espoir, Michel a rendez-vous avec son père. Alors là, ça a été grandiose pour moi. On s'est pris dans les bras, on a pleuré, ça a duré 5-10 bonnes minutes. C'était une comment je veux dire, terrible. C'était une anxiété terrible. C'était plus fort que moi. J'avais plus de mots. Pouvoir traverser l'Atlantique, de me rendre aux États-Unis et de prendre mon père dans mes bras. C'était le plus beau jour de ma vie. Depuis, Michel a regagné son petit village de Franche-Comté et le visage de son père l'accompagne désormais au quotidien. Maintenant, j'ai plus d'angoisse, j'ai plus cette petite étoile dans la tête qui me dit il faut le rechercher. Maintenant, tout est comblé maintenant. Maintenant, je suis serein. Je revis, au moins j'ai un père, voilà, je l'ai retrouvé. Ce père que j'ai cherché tant et tant et tant d'années. Il ne se passe d'ailleurs plus une semaine sans que le père et le fils ne se parlent au téléphone. C'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras. Lorsqu'on cherche un être proche dans sa vie, il faut aller jusqu'au bout. Il était venu pour un entretien d'embauche, vous savez, et puis il s'est retrouvé propulsé par erreur en direct à la télévision britannique devant des millions de téléspectateurs en tant qu'expert informatique. Et oui, l'affaire prête à sourire, mais il s'agit bel et bien d'un des plus grands malentendus de l'histoire de la chaîne britannique, la BBC. Un pur moment de bonheur. Retour en images sur l'interview qui a fait de Monsieur Tout-le-Monde la star d'un jour. Alors Jacques, est-ce que vous savez qu'on peut encore faire des bonnes affaires lors d'un vide-grenier ?
Oui, ça peut arriver, oui. De là à gagner des millions d'euros, c'est quand même assez rare. Et c'est pourtant ce qui s'est produit en Californie en 2010, 30 €. C'est tout ce qu'aura eu à débourser un Californien pour acquérir des négatifs photos estimés aujourd'hui à, écoutez bien, 160 millions d'euros. Combien ? 160 millions d'euros. On va aller faire les vides-greniers. C'est ça. Depuis des années, Rick Norsigian était à la tête d'un trésor, mais il l'ignorait. Les banals clichés photographiques qu'il avait achetés 30 € dans une brocante seraient ceux d'un célèbre photographe américain et valent aujourd'hui des millions. Tout commence à Fresno, une petite ville californienne. Rick Norsigian est responsable de la maintenance dans une école et ce jour-là, il flâne dans les allées d'un vide-grenier. Je me promenais au milieu des différents stands et j'ai remarqué une boîte. Il y avait quelque chose qui brillait à l'intérieur. Elle contenait des enveloppes. J'en ai sorti 65 négatifs sur verre. Des négatifs sur verre, c'est assez rare. Ils étaient utilisés par les photographes au début du siècle dernier. Et c'est précisément ce qui intrigue notre collectionneur. Ces négatifs représentaient les chutes d'eau du parc de Yosemite. Je connais très bien cet endroit car j'y ai travaillé quand j'étais jeune. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai acheté ces négatifs. J'ai même réussi à négocier leur prix de 55 à 30 €. Puis je suis rentré chez moi et je les ai rangés sous ma table de billard. Pendant des années, ce qu'il pense être de banals clichés reste dans un carton. Ce n'est que plus tard que j'ai commencé à les montrer à des amis. Quand les gens les regardaient, certains me disaient « Tiens, on dirait des photos d'Ansel Adams ». Cela m'amusait. Ansel Adams est l'un des plus grands photographes américains. Il est mort en 1984. Il est célèbre pour ses photos du parc de Yosemite. Il est connu comme un des plus grands photographes paysagistes du monde. Et puis de plus en plus de personnes me disaient que mes négatifs ressemblaient au travail de ce photographe. Donc j'ai fini par acheter une de ses biographies et en la lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de similitudes. Rick Norsigian fait appel à un collège d'experts internationaux qui confirme l'authenticité des 65 clichés. L'homme n'en revient pas et il n'est pas au bout de ses surprises. Acheter 30 €, ces négatifs en vaudraient des millions. On nous a dit que leur valeur pourrait s'élever à 160 millions d'euros. Et même si les descendants d'Ansel Adams s'opposent à cette théorie, les galeries d'art, elles, ne s'y sont pas trompées. Certaines ont invité Rick à exposer l'extraordinaire trouvaille à Los Angeles et à vendre des reproductions des clichés qui se monnaient entre 350 et 5000 €. Ce genre de choses n'arrive qu'une fois dans une vie. Il y avait une chance sur 1 million que je tombe sur ces négatifs dans un vide-grenier. C'est un peu comme si j'avais gagné à la loterie. À l'avenir, chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité. C'est sans doute ce que s'est dit cet homme quand il s'est retrouvé par erreur en direct à la télévision pour une interview devant des millions de téléspectateurs. C'est une surprise pour vous ce résultat? Oui, c'est une grosse surprise. Cet inconnu est devenu une star internationale après un quiproquo qui a changé sa vie. Le 8 mai 2006, la journaliste Karen Bowerman présente le journal économique de la chaîne anglaise BBC News. Elle s'apprête alors à recevoir un spécialiste des contenus musicaux sur Internet pour commenter l'actualité. Mais il semble que son interlocuteur ne s'attendait pas du tout à accorder une telle interview. Voici Geektionnet, l'éditeur d'un site web consacré aux technologies. Bonjour. Bonjour. C'est une surprise pour vous ce résultat? Ah oui, c'est une grosse surprise. Ce résultat vient de me parvenir et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Et pour cause, si cet homme ne s'y attendait pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas geekouni. Il n'a aucune connaissance sur le sujet
Mais ça ne va pas l'empêcher de répondre aux questions de la journaliste. Au regard des nouveaux tarifs, pensez-vous que les internautes utiliseront de plus en plus le téléchargement en ligne? Je pense que c'est une bonne chose pour le développement et pour l'information auprès des gens. Ils ont accès à un chemin facile et rapide qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils recherchent sur Internet. Loin, bien loin d'imaginer qu'il y a erreur sur la personne, la journaliste enchaîne les questions face à un prétendu spécialiste qui improvise ses réponses au fil de l'interview. Cela ne semble pas vraiment être la manière dont l'industrie de la musique voit les choses aujourd'hui, que les gens puissent télécharger n'importe où de la musique. Merci Guy, merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'un parfait inconnu a accordé une interview sur un sujet dont il ignorait tout devant des millions de téléspectateurs. Mais la méprise sera vite découverte. Une semaine après l'interview, la chaîne présente ses excuses. Autour de la table, Guy Goma témoigne de l'incroyable méprise. J'étais venu pour un entretien d'embauche. J'attendais dans le hall et au bout de quelques minutes, quelqu'un est venu et a demandé Guy. Pour moi, il n'y avait qu'un Guy et c'était moi. Donc je me suis levé et je l'ai suivi. Mais très vite, Guy Goma s'aperçoit qu'il n'est pas le bon Guy. Mais il est trop tard, il est déjà sur le plateau de la télévision. Lui postule à un emploi de comptable, alors qu'on attend un grand spécialiste d'Internet. Avouons que la ressemblance n'est pas frappante avec l'autre Guy, mais qu'importe, la prestation de Guy Goma est un succès puisqu'elle est vue des millions de fois sur Internet. En quelques jours, le faux expert devient une superstar. Il fait la une des journaux, puis le tour du monde des plateaux de télévision pour raconter son incroyable histoire. J'étais terrifié. Au début, j'ai cru que ça faisait partie de mon test de recrutement. Mais très vite, j'ai compris que j'allais passer en direct à la télévision. Je n'étais pas du tout préparé à cela. Du coup, j'étais très inquiet. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? 20 minutes après, on est revenu me chercher pour mon véritable rendez-vous, mon entretien d'embauche. Mais j'étais encore sous le choc. On me posait des questions, mais je ne pensais qu'à ce qui venait de m'arriver. Finalement, Guy Goma n'a pas obtenu l'emploi auquel il postulait, mais ce quiproquo exceptionnel va très certainement changer le cours de sa vie, puisqu'il aurait signé à Hollywood un contrat à 6 chiffres pour l'adaptation de son histoire au cinéma. Bravo en tout cas au premier gagnant qui remporte un chèque de 1 500 €. Et d'ailleurs, son nom s'affiche en bas de votre écran. Tout comme lui, vous pouvez tenter votre chance et peut-être gagner le deuxième chèque de 1 500 € en répondant à cette nouvelle question. Concentrez-vous dans le sujet que vous avez vu tout à l'heure. Quel fabuleux trésor a découvert un Américain lors d'un vide-grenier ? 1. Des négatifs photos. 2. Des pièces d'or. 3. Un tableau de maître. Joué par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7 14 14 ou en téléphonant au 36 80 et le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite du meilleur des 30 histoires extraordinaires. Un aperçu de ce qui vous attend après la publicité. À tout de suite. Cette femme est une mère de famille ordinaire dont la destinée est hors du commun. En 25 ans, elle a échappé 7 fois à la mort. Tsunami, ouragan, crash d'avion, attentat ou avalanche, Marianne est tout simplement la femme la plus chanceuse du monde. Après avoir sauvé un lionceau de maltraitance, Ana Julia Torres s'est occupée de Jupiter comme si c'était son propre enfant. Puis un jour, comme pour la remercier, de la tendresse à l'état pur, une histoire d'amour entre l'homme et le roi des félins. Amateur de plongée, Eric Nérus va être attaqué par l'un des requins les plus dangereux du monde, le grand requin blanc. Comme dans une scène de film d'horreur, il se retrouve coincé dans la gueule d'un squale de 4 mètres. Vous êtes bien sur le plateau du meilleur des 30 histoires extraordinaires. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. La femme que nous allons vous présenter maintenant est soit très chanceuse, soit très malchanceuse, c'est comme on veut. Oui, enfin, je me le dis toujours parfois quand je vous vois, je me dis j'ai la chance, parfois oui, je me dis parfois j'ai pas, de je chance. comprends. Toujours est-il que Marianne Bruce, une Américaine de 48 ans, est un véritable aimant en catastrophe. Écoutez bien, elle a déjà échappé à un tsunami, à un ouragan, un tremblement de terre, une avalanche, l'attentat du World Trade Center de celui de 93, puis celui de 2001. Et pour couronner le tout, elle était dans le crash d'avion très médiatisé de l'Hudson River à New York. Lui, c'était en 2009. Retour en images sur les 7 vies de cette femme hors du commun.
Il est des histoires qui confinent aux contes de fées, pas celles que vous venez de nous décrire, quoique. Hein. Oui, Presque. Celle de Ted Williams en est un, à la suite d'une interview qu'il donne alors qu'il est littéralement à la rue. Ce sans-abri de 53 ans se retrouve sur le devant de la scène médiatique. Il faut dire que Ted a un talent qui vaut de l'or. Pendant des années, Ted Williams est l'un des animateurs de radio le plus connu des États-Unis. Tout lui sourit, mais dans les années 90, il perd tout et se retrouve à la rue. Mais une rencontre va changer sa vie. Il y a une chance sur 1 milliard qu'un sans-abri devienne le chouchou des médias du jour au lendemain et que ça change sa vie à ce point. Columbus, capitale de l'Ohio, dans l'est des États-Unis. C'est ici que travaille Doral Chenoweth, journaliste au Columbus Dispatch. Des histoires hors du commun, il a l'habitude d'en parler sur le site internet de son journal. Mais ce qui s'est produit le 30 octobre 2010 restera la plus extraordinaire histoire de sa carrière. Tout commence par une improbable rencontre. Je sortais de l'autoroute et le feu était rouge. À cet endroit, il y a souvent des gens qui font la manche. Mais ce jour-là, il y avait un homme avec une pancarte où était écrit « J'ai une voix en or pour faire de la radio ». Intrigué, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à sa hauteur, j'ai sorti ma petite caméra et je lui ai demandé « Dis-moi quelque chose avec cette fameuse voix ». Et voici ce qu'il a filmé. Totalement bluffé par la voix du sans-abri, le journaliste décide de l'interviewer. C'est vrai qu'on a toujours remarqué ma voix, et c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et puis un jour, je me suis mis à boire et à prendre des drogues. Mais maintenant, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et j'espère vraiment avoir un jour une seconde chance. Qu'une radio me dise qu'elle a besoin d'une voix pour ses bandes annonces. Mais encore faut-il que quelqu'un entende la voix de Ted Williams. Après avoir filmé le sans-abri, le journaliste a quelque peu oublié l'existence de cette vidéo. Je n'ai rien fait de cette vidéo pendant 8 semaines. Je l'avais montée, mais à ce moment-là, il y avait des informations plus importantes à traiter. Et puis, le début de l'année a été très calme. Je devais mettre absolument quelque chose en ligne sur le site internet du journal. Je me suis dit, tiens, mais j'ai cette vidéo avec le sans-abri. Doral met alors en ligne la vidéo sur le site internet de son journal et contre toute attente, elle est reprise sur de nombreux sites dans le monde entier. Elle a été regardée des millions de fois. Une simple vidéo va ainsi changer la vie de Ted Williams. Sa vie a changé tellement vite. Le dimanche, il dormait dans la rue, il avait froid, et le mercredi suivant, il était installé dans un hôtel 4 étoiles à New York. Ted Williams revient de loin. Les médias s'arrachent l'homme à la voix en or. C'est un rêve qui se réalise. Grâce à ce talent, Ted Williams a depuis reçu une offre d'emploi de la part d'une grande équipe de basket pour incarner son commentateur. Et des annonceurs font désormais appel à sa voix pour des publicités, comme pour cette célèbre marque de pâtes. Voilà comment une rencontre au bon endroit, au bon moment, a changé la vie d'un homme. Je n'aurais jamais pu croire que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Vivre tout cela aussi rapidement, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné le gros lot à la loterie. Marianne est une mère de famille ordinaire dont la destinée est extraordinaire. En 2009, elle a été l'une des passagères de l'avion qui a miraculeusement améri sur la rivière Hudson, à New York. Mais ce n'est pas tout. En 25 ans, elle a déjà flirté 7 fois avec la mort, attentat du 11 septembre, avalanche, ouragan, tremblement de terre. Elle a connu les situations les plus incroyables, ou presque. Nous avons rencontré Marianne Bruce à New York. Elle était l'invitée d'une émission de télévision pour la sortie d'un livre qu'elle a coécrit et dans lequel elle raconte son histoire. Cette femme a échappé pas moins de 7 fois à la mort. Le premier incident a eu lieu en 1984. Nous étions en vacances à Hawaï avec mon mari, nous profitions de la plage lorsqu'une sirène a retenti. Un tsunami arrivait et nous avons dû partir nous réfugier dans les hauteurs.
C'est une première alerte pour Marianne Bruce. Heureusement, ce jour-là, plus de peur que de mal. Mais à peine un an plus tard, en 1985, elle va vivre une autre frayeur. J'avais pris l'avion pour rendre visite à mon père lorsque notre appareil s'est retrouvé dans l'ouragan Gloria. C'était terrifiant. L'avion était secoué de toutes parts. Une fois de plus, Marianne est passée à côté d'une catastrophe. Mais elle reprend sa vie comme si de rien n'était. Pourtant, en 1987, nous étions au sport d'hiver avec mon mari près de Denver, dans le Colorado. En fin de journée, nous sommes rentrés à notre hôtel, nous avons allumé la télévision et là, les informations parlaient d'une terrible avalanche survenue dans l'après-midi. J'ai réalisé que nous avions échappé à cette avalanche à 2 minutes près. Une avalanche, un ouragan, une alerte au tsunami, le sort semble s'acharner sur Marianne. Au début, je ne faisais aucun lien entre ces accidents, parce que pour moi, il n'y avait rien de dramatique. C'est plus tard que les choses se sont corsées. Le 26 février 1993, elle prend vraiment conscience qu'elle est souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce jour-là, elle travaille au World Trade Center à New York, lors du premier attentat. J'étais dans l'une des 2 tours lorsque j'ai senti l'immeuble bouger. Puis il y a eu de la fumée partout, et là mon patron m'a dit qu'il fallait évacuer l'immeuble le plus vite possible. Il y avait eu un attentat. Une fois encore, Marianne s'en sort. Mais un an plus tard, en 1994, nouveau coup du sort. Alors qu'elle est à Los Angeles, la ville est frappée par un tremblement de terre. Un attentat et un tremblement de terre viennent s'ajouter à la liste des catastrophes auxquelles elle a échappé. Mais en septembre 2001, plus précisément le 11 septembre, un nouvel épisode vient marquer cet incroyable destin. J'avais décollé de Charlotte pour me rendre à Boston. En plein vol, le pilote nous a informé qu'il y avait eu un accident au World Trade Center. Ce qui m'a frappé, c'est que 2 des avions détournés venaient de Boston. Mon pauvre mari regardait le journal télévisé et a vu la catastrophe. Il n'avait pas de mes nouvelles. Il pensait que j'étais dans l'un des avions. Mais heureusement, j'étais dans un autre avion. Pour la 6e fois, Marianne échappe donc à une fin tragique. Et pourtant, le pire reste à venir. Le 15 janvier 2009, elle monte à bord du vol 1549, reliant New York à Charlotte. On a décollé, on volait depuis 3 minutes lorsqu'on nous a demandé de nous mettre en position d'urgence. Les 2 moteurs de l'Airbus s'arrêtent. Le pilote doit effectuer un amérissage d'urgence. Mais curieusement, à bord, une seule passagère ne semble pas perturbée par la situation. Comme j'ai une vie plutôt hors du commun et que ça allait être ma 7e catastrophe, et comme j'aime le dire, plus on s'entraîne, meilleur on devient, pendant tout ce vol, je me disais donc que j'allais survivre aussi à cette catastrophe. J'ai appelé mon mari au téléphone et je lui ai dit que j'allais le rappeler. Il regardait CNN, mais ne savait pas si j'étais sortie de l'appareil. Puis je l'ai rappelé pour lui dire que j'étais saine et sauve. Après un tremblement de terre, un tsunami, une avalanche, 2 attentats, une tornade et un crash d'avion, elle attend sa prochaine aventure tout en faisant confiance à la vie et à sa destinée. La liste des catastrophes est donc très longue, mais je pense que je suis extrêmement chanceuse. Je plaisante souvent en disant que j'ai 9 vies, il m'en reste donc encore 2, et je suis sûre que je vais vivre des choses formidables avant les 2 dernières. Mais moi, je dirais que votre voix vaut celle de Ted Williams. Hein. Je pense aussi, oui, je pense très Vous naturellement. êtes d'accord avec moi? Très spontanément. Alors, ceux qui disent que les animaux ne sont pas capables de sentiments n'ont probablement jamais vu ces images. Jupiter est un lion d'Afrique arraché à la maltraitance d'un cirque il y a 10 ans par Ana Julia Torres, une Colombienne amoureuse des animaux.
Et après avoir soigné le lion, Carole, pendant plusieurs années, un jour, Anna, sans prévenir, l'animal saute sur sa bienfaitrice devant des témoins ébahis. Se produit alors une des scènes les plus incroyables entre un homme, un humain et un félin. Nous sommes au sud de la Colombie. Avec plus de 2 millions d'habitants, Cali est la deuxième plus grande ville du pays, après Bogota. Ici se trouve un refuge pour tous les animaux blessés et maltraités. La Villa Lorena est un lieu unique où plus de 800 animaux sauvages sont soignés et nourris. Et c'est une femme passionnée qui a créé cette arche de Noé. Elle se nomme Ana Julia Torres. Cela fait 16 ans que je travaille dans ce refuge. 16 ans que je sauve ceux qui en ont besoin. Du matin au soir, Anna s'occupe de tous ses pensionnaires, qu'ils soient petits ou plus grands. Et c'est justement en compagnie de ce lion d'Afrique qu'Ana Julia Torres est un jour devenue célèbre, grâce à une image qui a fait le tour du monde. De la tendresse à l'état pur, une histoire d'amour commencée il y a quelques années. En 1999, Anna aperçoit un lionceau dans un cirque ambulant. Il semble très mal en point. Face au désarroi de l'animal, Anna n'hésite pas une seconde. Jupiter était sous-alimenté. Ses poils étaient brûlés. Il allait vraiment très mal. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de l'emmener ici. Car si je l'avais laissé dans ce cirque, il serait probablement mort. Immédiatement, le petit lion intègre le refuge. Anna lui prodigue les soins nécessaires et ne le quitte plus. Désormais, c'est d'elle dont dépend sa vie. On a commencé à se rapprocher. D'abord pendant les soins, à cause de son état. Et puis ensuite, j'ai pu le prendre dans mes bras et aussi le caresser. J'allais devant sa cage, je rentrais et je jouais avec lui. Notre rapprochement s'est transformé en une véritable complicité. Les années passent et Jupiter est à présent guéri. Il pèse 110 kilos. Au fil du temps, sa complicité avec Anna s'est même renforcée. Elle continue de le traiter comme son propre enfant. Et puis un jour, comme pour manifester sa reconnaissance envers celle qui l'a sauvée, Jupiter se dresse et enlace Anna tendrement. Cette complicité peut évidemment surprendre les gens. Un lion qui embrasse une femme, ce n'est pas commun, c'est vrai. Comment un animal peut-il être aussi reconnaissant? C'est une véritable leçon. Et alors que notre équipe de tournage s'entretient avec Anna, sans nous prévenir, elle se dirige vers la cage de Jupiter. Là, devant notre caméra et pour notre plus grand bonheur, ils vont retomber tous les deux dans les bras l'un de l'autre, comme s'ils étaient seuls au monde. Cette complicité avec Jupiter m'apporte vraiment beaucoup. Un sentiment de gratitude et de joie. Je remercie le ciel de me donner l'opportunité de ressentir une telle émotion. L'histoire d'Anna et de Jupiter n'a pas fini de nous surprendre. Elle est devenue un symbole de communion ultime entre l'homme et le roi des félins. Non, même pas en rêve, même pas en rêve. Pour moi. Faites miaou. C'est la plus belle de toutes les histoires qu'on n'a jamais vues, hein, celle de Lyon. C'est vrai. Non, je parle pas de nous, hein, je parle de la lionne. Allez, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible de survivre à une chute de 15 étages. Une jeune New-Yorkaise de 12 ans en est la preuve vivante. Nous sommes en août 2008 à Manhattan. La fillette joue sur le toit de son immeuble quand elle tombe dans un conduit de cheminée qui va la mener 35 mètres plus bas. Voici Grace et son père Steve, un musicien de jazz. Aujourd'hui, ils déambulent tranquillement au bord de l'Hudson River. Une image émouvante et pleine de tendresse d'un père heureux d'être avec sa fille.
Il faut dire qu'elle revient de loin, de très loin. Nous sommes à New York. Grace Berger est une adolescente âgée de 12 ans et demi. En juillet 2008, elle est avec sa cousine Lily sur le toit de son immeuble et lui fait admirer la vue magnifique de Manhattan. Alors que les deux fillettes s'amusent sur le toit, Grace repère une échelle. Curieuse et intrépide, elle l'escalade. Mais arrivée au sommet, elle se penche, perd l'équilibre et tombe dans ce qui se révèle être un conduit de cheminée. Elle fait une chute vertigineuse d'environ 35 mètres, l'équivalent de 15 étages. Je n'ai pas un souvenir très précis de ce qui s'est passé. La seule chose dont je me souvienne, c'est la chute, et c'était terrifiant. Pendant ce temps, sa cousine Lily, qui l'a vue disparaître dans la cheminée, prévient le père de Grace. On est tout de suite monté sur le toit. Une fois en haut, j'ai demandé à Lily « Mais où est Grace ?» Elle a pointé son doigt en direction de la cheminée en disant « Elle est là-dedans ». J'ai immédiatement escaladé l'échelle et j'ai hurlé le nom de Grace. C'est là qu'elle m'a répondu en me disant qu'elle pensait s'être cassé une jambe. À ce stade, je ne pouvais pas imaginer une seconde qu'elle était tombée tout en bas. Je m'étais dit, elle a dû s'arrêter sur une plateforme intermédiaire. Parce que pour moi, il était impossible que quelqu'un qui a fait une chute de 35 mètres puisse s'en sortir vivant. Alors que les pompiers arrivent sur les lieux, Steve appelle la mère de Grace, son ex-femme, qui vient tout de suite. Quand j'ai vu Steve, je lui ai tout de suite demandé « Mais où est-elle » Il a pointé son doigt en direction de la cheminée et m'a dit qu'elle était là-dedans. Je lui ai répondu « Mais qu'est-ce que tu veux dire par « elle est là » Elle ne peut pas être là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire « là-dedans » J'ai regardé autour de moi et j'ai été prise de panique. Mais Steve a vite ajouté « Elle est vivante ». En effet, Grace est en vie. Un miracle que même les pompiers les plus aguerris de New York ont du mal à croire. Quand ils sont arrivés et qu'ils m'ont vue, ils étaient... Je ne peux pas vous répéter ce qu'ils ont vraiment dit, mais ils ont dit un très gros mot car ils étaient persuadés que j'étais morte. Une version confirmée par le lieutenant Simon Ressner, qui coordonne les opérations de secours. Quand on est entré dans la chaufferie, la seule chose à laquelle on pensait, c'était qu'est-ce qu'on va pouvoir dire aux parents? Comment allons-nous leur annoncer que leur enfant n'a pas survécu? Quand on a ouvert la porte menant au conduit de cheminée, on pensait qu'on allait la trouver morte. Et c'est là qu'on l'a vue. Elle avait les yeux ouverts, son visage était couvert de suie. Elle était en vie. Grace est transportée à l'hôpital, hors de danger. Steve va alors prévenir sa femme, Bass, la belle-mère de la jeune fille. Il est entré dans la chambre et il m'a dit « La première chose que tu dois savoir, c'est que Grace va bien. Ensuite, tu dois savoir qu'elle a fait une chute de 15 étages. » Moi, j'ai cru qu'il avait dit que c'était une chute de 5 mètres, quelque chose comme ça. Même si ça fait déjà beaucoup, on peut se faire très mal en chutant de 5 mètres. Ce n'est qu'un peu plus tard, lorsque j'étais dans le taxi qui m'amenait aux urgences, que j'ai vraiment réalisé qu'elle avait fait une chute de 15 étages. Grace va rester pendant quelques semaines aux urgences avant d'intégrer un centre de rééducation. Ses blessures étant assez sérieuses, la convalescence va durer longtemps. Et pour la jeune fille, le meilleur remède, c'est la musique. Elle avait le droit d'avoir sa guitare à l'hôpital. Je lui ai donc apporté et elle a appris énormément en très peu de temps. Elle s'y est mise à fond et ça a été une excellente thérapie pour elle. La plupart du temps, je faisais ma rééducation, mais j'avais environ 4 heures par jour pendant lesquelles je jouais de la guitare. Et à chaque fois que je le faisais, je sentais que mon état s'améliorait. Le miracle de Grace va passionner les médias et dépasser les frontières. Elle devient alors un symbole d'espoir et son histoire suscite une vive émotion. J'ai une chance incroyable que ma fille soit toujours parmi nous et qu'elle soit restée la même. C'est une jeune fille vraiment merveilleuse. Même si aujourd'hui Grace est totalement sortie d'affaires, elle et ses proches n'oublieront jamais cette aventure qui aurait pu lui coûter la vie. En 2002, une Anglaise trouve une bouteille sur la plage. C'est romantique déjà ça. Hein,
À l'intérieur, la lettre d'adieu d'une maman à son fils disparu. Pas de nom, pas d'adresse. Elle va la faire traduire par Karen, sa meilleure amie. Et bouleversée par le contenu de cette lettre, Karen va alors se lancer dans une quête qui va durer 7 ans pour retrouver cet inconnu. Pendant 7 ans, Karen a tenté de retrouver une inconnue. J'avais très peu d'éléments. Pendant 7 ans, elle a essayé de décoder la seule chose qu'elle possédait d'elle, une lettre. Elle n'avait pas mis son nom, ni date, adresse. Pendant 7 ans, Karen a remué ciel et terre pour retrouver l'auteur d'une bouteille à la mer. Nous sommes sur la plage de Warden Bay, sur la côte est de l'Angleterre. Toutes les semaines, Siupeto vient y promener son chien. Au printemps 2002, elle ramasse sur le sable une bouteille à la mer. La bouteille était très belle. Elle avait la forme d'une larme. Je l'ai vue briller sur la plage. C'était incroyable. À l'intérieur de la bouteille, une lettre écrite en français. Sue est intriguée, alors pour la traduire, elle fait appel à sa meilleure amie, Karen. En traduisant, je commençais à être choquée, émue. J'étais choquée par l'émotion, la tristesse de cette lettre. J'ai commencé à pleurer. Ma vie a commencé avec lui à sa naissance. Et j'ai cru qu'elle était finie quand il m'a quittée un soir. Le message est une lettre d'adieu d'une mère à son fils disparu tragiquement. Un récit déchirant. Karen m'a envoyé la traduction. J'ai lu les premières lignes et je suis tombée en pleurs. Il m'a fallu près d'1 heure pour la lire en entier. Karen et Sue sont aussi des mamans. Elles comprennent la détresse de cette femme dont elles ignorent l'identité. On voulait savoir que l'auteur de la lettre allait bien. C'était une histoire tellement jolie, tellement émouvante qu'on voulait savoir pourquoi, comment, quoi. Malgré l'absence totale de renseignements, Karen veut en savoir plus. Elle va tenter de retrouver l'auteur de ce message. Elle fait appel à des spécialistes, détectives privés, psychothérapeutes, graphologues. Sa quête tourne à l'obsession. Elle recourt même à une voyante. Mais les années passent et toujours aucune trace de cette femme. Et si finalement toute cette lettre n'était qu'un canular, découragée, Karen envisage une dernière piste. Elle va écrire un livre. Le livre était le dernière chance. Le livre devenait ma lettre dans une bouteille pour l'auteur de la lettre. Dans ce livre, Karen raconte précisément sa quête, dans le secret espoir qu'un jour, l'inconnu le lira et se reconnaîtra. En mai 2009, le livre paraît en France. Touchés par la sincérité de la démarche, les médias s'intéressent à l'histoire. À présent, une histoire incroyable entre 2 femmes qui ne se connaissent pas, mais qu'une bouteille jetée à la mer pourrait bien rapprocher. Et l'impensable se produit. Quelqu'un qui connaissait la maman l'a appelé pour dire « Je crois que je viens de voir votre lettre à la télévision ». Aussitôt, l'inconnu prend contact avec Karen. Après 7 ans de recherche, l'histoire trouve une fin inespérée. C'est mon livre, mais c'est sa lettre. Trouver une vraie personne, c'est comme trouver un personnage dans son livre. C'est comme si J.K. Rowling trouve un vrai Harry Potter qui frappe à la porte. Je dis bah... Karen s'empresse de diffuser la nouvelle. Quand Karen m'a dit qu'elle avait retrouvé la femme, je n'arrivais vraiment pas à y croire. L'inconnu demande à garder l'anonymat, mais elle accepte de rencontrer Karen et Sue. J'ai appris beaucoup de choses émotionnellement. Je crois que ça apprend sur comment est importante la famille, ses enfants, les relations, ce qui est important dans la vie. Le livre de Karen sera bientôt réédité en France, avec cette fois une fin digne de ce nom, un dernier chapitre écrit par l'auteur de la lettre en personne. Moi, j'adore ce type d'histoire. La mer réserve souvent bien des surprises, on vient de le voir, et ce n'est pas cet homme qui vous dira le contraire. Eric Nerus, c'est un plongeur confirmé, mais cela ne l'a pas empêché de faire une rencontre terrifiante dans les profondeurs australiennes, une expérience qui va le marquer à jamais. Cet homme a fait le tour des plateaux de télévision du monde entier, parce que c'est un miraculé. Eric Nerus a échappé à une attaque de requin terrifiante. Nous sommes à Sydney, en Australie.
Au sud-est de la ville se trouve le Cap Howe, un promontoire côtier très fréquenté par les adeptes de la plongée sous-marine. En ce mardi 23 janvier 2007, Eric Nérus, 41 ans et père de 2 enfants, plonge au large pour ramasser des fruits de mer. Il est accompagné par son fils Marc qui l'attend sur le bateau. Il est 10 h du matin et le plongeur australien est loin de se douter de ce qui l'attend dans les profondeurs. C'était une journée comme les autres. J'avais choisi l'endroit où je voulais plonger. C'était à environ 1 heure de bateau. À 7 mètres sous l'eau, Eric nage tranquillement quand il est chargé par l'un des requins les plus dangereux du monde, le grand blanc. Avant même que je réalise ce qu'il se passait, une énorme masse s'est jetée sur moi. En un instant, j'étais plongé dans l'obscurité la plus totale. Comme dans une scène de film d'horreur, Eric se trouve dans la gueule d'un squale long de 4 mètres. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'un requin était en train de me dévorer. Tout était noir. J'étais secoué dans tous les sens, tel un pantin désarticulé. Mais je sentais que mes jambes étaient à l'extérieur de la gueule du requin. À ce moment-là, je me suis dit que mon heure était arrivée. Je me suis dit, ça y est, je vais y passer. À 7 mètres de profondeur, il se débat vivant dans la gueule d'un requin. Mais combien de temps lui reste-t-il à vivre? Par instinct, Eric tente de se dégager de la mâchoire du monstre. Des plongeurs plus expérimentés m'avaient dit « Si un jour tu te fais attaquer par un requin, si tu le peux, essaie de le blesser aux yeux. Ça te permettra de t'en sortir. » Alors j'ai dirigé ma main gauche vers sa gueule, j'ai enfoncé mon doigt dans son œil et j'ai appuyé de toutes mes forces. Le requin n'a pas apprécié et il a immédiatement ouvert sa gueule. Et là, je me suis dégagé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Eric est vivant. Il doit maintenant regagner au plus vite son bateau. Lorsque j'ai aperçu le bateau, j'ai hurlé en direction de mon fils qui ne se doutait de rien. « Marc, il y a un requin, à l'aide !» Il est remonté à la surface, il criait, il était terrorisé. Et là, mon fils s'est précipité à ma rencontre. Il m'a attrapé et m'a sorti de l'eau. J'étais sérieusement blessé, il y avait du sang partout. On était tous les deux en état de choc. Une fois hors de l'eau, j'ai réalisé ce qui venait de se passer et que j'étais vivant. Eric est pris en charge par les secours. Malgré ses nombreuses blessures, il est encore conscient. Son tête-à-tête avec le grand requin blanc lui aura quand même valu un nez cassé, une dizaine de cicatrices et une combinaison marquée à jamais par la mâchoire du squale. Depuis cette aventure, je savoure encore plus chaque instant de ma vie. J'ai pris conscience de l'importance des choses simples, comme passer plus de temps avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Depuis son aventure, Eric a repris le chemin des profondeurs marines, mais il n'oubliera jamais sa rencontre avec le squale. Non mais, bon, il y a peu de chances qu'on se retrouve dans la gueule d'un requin, mais effectivement, le truc, c'est le doigt dans l'œil. Hein, le doigt dans l'œil, c'est voilà, plus facile. Hein. C'est ça. D'accord. Alors, est-il possible de réunir les membres d'une même famille qui ne se connaissaient pas par le plus grand des hasards? Cela paraît impensable. Oui. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à 2 collègues de travail aux États-Unis, Jacques. Et oui, ils s'appellent Randy et Gary. Ils ont la trentaine, ils sont employés dans la même entreprise depuis des semaines. Et puis soudain, ils s'aperçoivent qu'ils sont frères. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et vous allez constater que le destin fait souvent très très bien les choses. C'est notre histoire numéro 1 ce soir. Ces 2 hommes ont une incroyable destinée. Adoptés dès leur plus jeune âge, élevés dans 2 familles différentes, chacun ignore tout de l'existence de l'autre pendant 35 ans. Jusqu'au jour où ils vont se retrouver par hasard sur leur lieu de travail. Et ce qu'ils vont découvrir, personne n'aurait pu l'imaginer. J'étais vraiment sous le choc, je ne savais plus quoi dire. C'est complètement
Nous sommes à Waldoboro, une petite ville du nord-est des États-Unis. C'est ici que Gary Nisbet, 36 ans, travaille comme déménageur. En juillet 2009, il fait la connaissance de Randy Joubert, un nouveau collègue âgé de 37 ans. Les deux hommes sympathisent, mais ignorent qu'ils ont plus d'un point commun. Tous les deux ont été adoptés et ont en vain tenté de retrouver leur famille biologique. J'avais effectué quelques recherches, mais ça n'avait rien donné. Je savais que j'avais été adopté et j'avais appris que j'avais un frère biologique qui était né 11 mois après moi, le 10 juin 1974. Mais impossible de le retrouver, car il avait été lui aussi adopté et avait changé de nom. Leurs recherches n'aboutissent pas jusqu'à ce jour de juillet 2010 où les deux hommes se retrouvent à travailler ensemble, au quotidien, dans la même entreprise. Très vite, leur ressemblance éveille la curiosité. Dès le premier jour, je l'ai remarqué parce qu'il me ressemblait. Ses lunettes, son physique. Mon patron m'a dit, on dirait que vous êtes deux frères. Quand on a commencé à faire des livraisons ensemble, les clients nous disaient « Alors, vous êtes frères tous les deux ?» On leur répondait « Mais non, pas du tout. » Intrigué par ces remarques, Randy décide d'élucider le mystère. J'ai dit à Gary « Je peux te poser une question. Est-ce que tu as été adopté ?» Et il m'a répondu « Oui. » Ensuite, je lui ai demandé « Quel jour es-tu né ?» J'ai dit le 10 juin 1974. Et c'est là que j'ai compris. Je n'arrivais pas à y croire. Ensuite, il m'a donné le nom de sa famille biologique et c'était le même que le mien. Je suis ton frère, Gary. Je suis resté sans voix. Les deux hommes qui travaillent ensemble depuis 1 mois et demi viennent de découvrir qu'ils sont frères. C'est hallucinant. Il aurait pu être n'importe où dans le monde et il était là, à mes côtés. On se ressemble, on a les mêmes gestes. Quand je pense que mon frère et moi, nous avons travaillé dans le même camion, c'est incroyable. Les deux frères sont réunis, les médias locaux s'emparent de cette belle histoire et donnent quelques détails sur leurs parents biologiques. Une femme qui habite dans une ville voisine réalise alors que le nom de leur mère lui est familier. On travaillait dans la réserve lorsque mon patron nous a demandé de venir le voir. Et là, il y avait cette jeune femme qui tremblait avec des papiers à la main. Je me demandais ce qui se passait. Elle pleurait, elle nous a dit « Je suis votre demi-sœur, Joanne ». Après leur retrouvailles, Randy et Gary se sont donc découverts une demi-sœur. La famille réunie est aussitôt invitée à participer à une célèbre émission de télévision américaine. Mais devant son poste, une téléspectatrice se rend compte avec stupéfaction qu'elle aussi partage la même mère biologique. Elle contacte alors les producteurs de l'émission qui lui proposent de venir dès le lendemain retrouver ses frères et sœurs en direct à la télévision. Je ne savais plus quoi penser, plus quoi dire. C'était merveilleux de retrouver une famille. Ma famille. C'était incroyable. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, Gary et Randy travaillent toujours ensemble et rien ne semble pouvoir désormais les séparer. C'est un rêve qui est devenu réalité. Après avoir vécu 35 ans en pensant être fils unique, d'un seul coup, découvrir que je ne suis pas seul, que j'ai une famille, et une famille nombreuse en plus, c'est juste extraordinaire. Bon. C'est un sacré choc, hein, quand même. On va sécher la petite larme. Ce soir, vous avez peut-être joué avec nous pour gagner le 2e chèque de 1 500 €. Le nom de l'heureux gagnant s'affiche en bas de votre écran. Bravo, bravo, bravo. Bravo à vous, cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro des 30 Histoires. Bonsoir Jacques. Bonsoir Carole. Bonsoir à tous. Merci. Très bonne fin de soirée sur TF1. Merci à vous. Bonne soirée chez vous.